pouvez prendre part à ces tranches d'animation via notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Mais sinon, un grand merci à Sylvie pour ces gags. Mesdames et messieurs, nous osons croire que cela fait plaisir aux natifs du jour, mais également à ceux-là qui vont se marier. Heureux mariage à vous, joyeux anniversaire à vous. Vers la fin, si Sylvie est gentil, nous allons chanter. Vous allez voir en image certains natifs du jour qui ont pu envoyer peut-être leurs photos. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Immigration en Inde, les Congolais font le point. Mais avant cela, j'avais parlé de cette conférence de presse qu'avait donc organisée la sœur Sandra Massengu qui chante. Elle est là, donc c'était donc au sein de l'église Silo, chez les pasteurs Soumbela, parce qu'elle veut bien nous annoncer son album. Son album, elle est là en train de parler. Son mari est en costume bleu. L'autre frère, il représente donc, parce que le couple ne vit pas ici, le couple vit au Canada. Alors, le frère qui est juste à droite de la sœur Sandra, c'est elle qui va donc représenter ce couple ici. L'album L'amour de Dieu est vaste, l'amour de Dieu, Dieu nous aime, on peut douter de tout. Je peux douter de l'amour de mon mari, de mes enfants, de ma copine, de mon copain, mais on ne doutera pas de l'amour de Dieu car Dieu nous aime et son amour est tellement incommensurable. Cet amour, nous ne pouvons pas comparer avec ce que les hommes nous proposent ou ce que les hommes nous disent. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup Sylvie. Alors nous revenons sur notre sujet, immigration en Inde. Les Congolais font donc le point. Nous avons avec des Congolais ici qui sont des anciens étudiants de l'Inde ou en Inde, parce qu'ils ont quitté la République démocratique du Congo pour aller étudier en Inde. J'ai donc à ma droite Monsieur Daris Babeti, qui est donc un ancien étudiant de l'Inde. Et il était là-bas de 2012 jusqu'en 2016. Actuellement, il est le coordonnateur du mouvement dynamique des jeunes congolais. Il est également l'un des membres de la victime Cynthia. En 2016, nous avons entendu parler de cette histoire. Alors, il y a eu des enquêtes et puis après, plus rien. On n'en parle pas. Et le 2 août dernier, il y a eu également des heurts qui ont éclaté entre la population congolaise qui vit en Inde ou encore le corps estudiantin, congolais bien sûr, ceux-là qui sont allés étudier en Inde avec la police. Nous étions donc, là nous sommes dans le sud de l'Inde. Pourquoi cette insécurité ? On veut bien aller apprendre ailleurs. On veut bien aller recevoir la formation. Mais est-ce que nous devons continuer à y aller, surtout que nous ne sentons pas, les Congolais ne se sentent pas en sécurité quand ils sont en Inde? On va se poser beaucoup de questions. Pourquoi ils ont préféré d'aller apprendre là-bas que de le faire ici chez nous? Pourquoi ils ont décidé seulement d'aller en Inde et pas ailleurs? Ils ont des réponses. Et à ma gauche, il y a M. Caleb Mukendi, qui est aussi un ancien étudiant de l'Inde de 2011 en 2016. Il est actuellement délégué national de la jeunesse aux Nations Unies, Conseil national de la jeunesse. Bienvenue à vous, chers messieurs. Prenez vos micros. J'espère qu'ils sont déjà allumés. Bienvenue sur ce plateau de On est ensemble. Merci, madame. Je vous remercie, madame. Voilà. Moi, je préfère bien qu'on m'appelle Maman Dorcas. D'accord. Merci, maman Dorcas. Merci de me mettre à l'aise, cher Caleb et cher Baris. Alors, d'entrée de jeu, moi, j'aimerais bien, avec les téléspectateurs, nous voulons bien savoir le pourquoi. Pourquoi avoir préféré d'aller apprendre, d'aller continuer les études en Inde et non pas en République démocratique du Congo? Bon, premièrement, aller étudier en Inde, c'est
les jeunes qui sont à la recherche de l'excellence. On sait que depuis un moment donné, dans le niveau technologique, l'Inde est un peu plus avancée que notre pays. Et dans plusieurs autres domaines, l'Inde est un peu plus avancée dans notre pays. On ne peut pas se voiler la face que le niveau de l'éducation dans notre pays, dans certains domaines, il y a encore des lacunes. Alors c'est à la recherche de l'excellence que les jeunes indiens, les jeunes congolais, je m'excuse, vont en Inde et que leurs parents investissent en eux pour qu'enfin ils rentrent dans leur pays propre pour pouvoir mettre en œuvre leur investissement. C'était également votre motivation, cher Baris? Oui, c'est la motivation des tout jeunes Congolais. Actuellement, ce n'est pas seulement en Inde que les jeunes sont en train de partir. Il y a également le Brésil et même d'autres pays. Il y en a qui vont à Chypre. Qui ont ouvert quand même les portes pour la population congolaise. Donc, nous avons saisi cette opportunité justement pour essayer un peu d'améliorer les choses, d'apprendre ce qui de l'autre côté ils avaient comme qu'ils ont offert, et ensuite dans les buts justement d'amener l'excellence ici, on est parti là-bas. Donc, c'était ça la motivation et malheureusement, les choses se sont un peu tournées au cauchemar, mais je pense qu'on va y arriver. Je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que mon ami Daris vient de parler. C'est que même les Indiens aussi, à un moment donné, ils étaient aussi allés chercher l'excellence ailleurs. La plupart d'Indiens sont allés aux États-Unis pour aller apprendre. S'ils sont forts en technologie, c'est parce qu'ils se sont investis aussi ailleurs, en Amérique. Et ils sont revenus à un moment donné chez eux et ils ont apporté cette excellence dans leur pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, eux aussi, ils sont avancés. C'est dans la même optique aussi que nous, les jeunes Congolais, nous sommes approchés de leur pays. Et j'espère que vous avez appris. J'aime bien l'exemple que tu viens de donner, qu'il y a certains Indiens qui ont quitté l'Inde pour aller aux États-Unis, apprendre et revenir finalement dans leur pays pour parler de toutes ces avancées technologiques. J'espère que c'est aussi le cas pour vous, qui êtes partis en Inde pour apprendre et pour venir investir ou faire avancer la République démocratique du Congo, Caleb. Évidemment, c'est dans cette optique. Mais vous voyez, madame, l'idée est bonne de pouvoir quitter le Congo, aller à l'extérieur. Mais il y a eu beaucoup de réalités sur place. Arrivé sur place en Inde, il y a eu beaucoup de réalités et beaucoup de Congolais ont confronté beaucoup de réalités. Je crois qu'à un certain moment donné, il faudrait qu'on ouvre cette page-là et qu'on montre la réalité des vies des jeunes étrangers, particulièrement congolais en Inde. Parlons un peu de l'intégration. Comment s'est faite cette intégration? Est-ce que c'était facile? Comment ça s'est passé? Non, c'est pas facile parce que, vous savez, l'Inde a ouvert sa porte aux étrangers il y a pas très longtemps. Je pense pas qu'il date même des 20 ans. Donc, arriver sur place, c'était vraiment pas facile parce que on devait vivre avec des personnes qui n'étaient pas vraiment habituées aux étrangers. Donc, et aussi, leur système éducatif nous a causé aussi un peu du tort. On a connu des problèmes parce que on s'est retrouvé même parfois à l'auditoire avec des professeurs qui parlaient hindi, la langue indienne, et on était, nous, obligés d'essayer un peu de s'adapter. Il y avait l'anglais à côté qu'il fallait apprendre, donc ça n'a pas été facile, mais bon, étant des personnes déterminées, on a quand même pu faire ce qu'on pouvait. Donc c'était un peu ça. Monsieur Caleb? Oui, les problèmes d'intégration de jeunes Congolais en Inde, surtout les étudiants, ça n'a pas été facile, et je dois souligner que si on peut dire sur 100% de Congolais qui sont allés pour étudier en Inde, 50 ont étudié, les 50 n'ont pas étudié. À cause des problèmes d'intégration et aussi les départs qui n'étaient pas bons. Les gens qui font voyager ici, les agences des voyages et tout, normalement, vous devrez organiser des ateliers, des formations, faire comprendre aux jeunes, regardez où vous allez. Les réalités sont comme ça. Sont comme ça. L'Indien est comme ça. Vous allez vivre comme ça. L'université est comme ça. Mais malheureusement, ils sont tellement avides de l'argent, ils voient que leurs intérêts des égoïstes et qui sont en train de sacrifier l'avenir de tout un pays. Parce que les jeunes, demain, c'est nous qui allons prendre des nouvelles responsabilités dans ces pays. Et les jeunes arrivent là-bas. L'université, d'ailleurs, vous l'avez inscrit. Vous allez trouver qu'il n'y a même pas une université, un centre de formation là, un petit truc là, et voilà. Et puis quand il fait une année dans ces centres de formation, où il n'a pas d'ailleurs une bonne éducation à laquelle il s'attendait, ces jeunes-là doivent avoir un problème de renouveler son visa. Maintenant,
quand il va avoir ses problèmes de revenus, renouveler son visa, ça va poser des problèmes parce que le centre là de formation où là inscrit va demander de l'argent, lui serait obligé d'investir dans le néant. Et si les parents n'ont plus de moyens, ces jeunes-là est comme ça, ils ne savent plus quoi faire en Inde. Voilà l'avenir. Mais cela n'a pas été le cas pour vous deux, vu que Caleb, c'était de 2011 à 2016, donc 5 ans pratiquement. Pareil également avec Daris, de 2012 en 2016, 4 ans. Exactement. D'études. Alors, l'immigration, j'aimerais bien qu'on parle un peu de l'immigration. Que pensez-vous de l'Inde par rapport à l'immigration? Pour essayer un peu de parachever ce que mon frère a dit tout à l'heure, de l'immigration, puisqu'il avait aussi touché l'immigration, je pense qu'au départ, la collaboration RDC-Inde n'était pas bien faite. C'était un peu ça le problème. On s'est retrouvé dans des situations où, même pour renouveler les visas, c'était un problème, bien que vous aviez toutes les recommandations ou l'appui de l'université. Donc, je pense que c'était juste un problème du départ. Par rapport à l'immigration, actuellement, c'est plus ce qui se passe. Ça fait quand même un bout de temps qu'on n'est plus dans ces pays, mais je pense qu'il y a encore des couacs. Il y a encore des couacs et il y a beaucoup de choses à revoir, et surtout dans le domaine du travail, parce qu'il y a pas mal de Congolais qui commencent un peu à trouver du travail actuellement en Inde, mais ils font face à des sérieux problèmes, surtout lorsqu'il faut renouveler les visas. Ils font comprendre que, c'est-à-dire la loi indienne ne leur permet pas de travailler là-bas, alors que nous savons tous que ces gens sont en mesure de travailler ici. Et je me demande pourquoi est-ce qu'on peut avoir des lois de dépôt des mesures dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que certains doivent être en mesure de travailler et les autres ne peuvent pas travailler? Pourquoi est-ce qu'eux ici, ils peuvent travailler alors que nous, de l'autre côté, on doit être handicapés en quelque sorte? Donc, il faut vraiment revoir l'immigration. C'est un point vraiment auquel on doit vraiment marteler. On n'a pas un représentant là-bas en Inde? Évidemment. Nous n'avons pas d'ambassade là-bas? Nous avons une ambassade là-bas qui est apparemment fatiguée de traiter les problèmes. Oui, mais il faut qu'à un certain moment donné, quand il y a des morts qui se suivent, il faut se dire des choses en face. Parce que ce sont les vies qui sont sacrifiées. Et la vie d'un être humain est sacrée. Quand on vous envoie pour une mission là-bas, notre responsabilité première, c'est de protéger les citoyens congolais. Ce n'est pas de se faire de l'argent ou bien de chercher à envoyer des investisseurs ici. Mais quand il y a des gens qui meurent aujourd'hui, demain, il y a toujours les mêmes problèmes. On se pose aussi la question, ceux qui sont censés nous protéger, les font-ils réellement bien? Parce que mon ami a évoqué le problème d'immigration. Il faut se dire que les Africains, particulièrement nous les Congolais, parce que les autres communautés, vous sentez qu'il y a quand même un peu de respect, mais la manière dont nous sommes traités dans les services d'immigration, même si il y a beaucoup de problèmes qu'on présente, mais on n'est pas parfait. Chaque communauté a ses problèmes, mais au moins traitez-nous avec respect. La manière dont on vous traite quand vous avez un problème en Inde, c'est comme si vous êtes un monsieur, je ne sais pas. Il n'y a aucun respect. Et ce respect doit provenir de notre diplomatie ici, au niveau de Kinshasa. Mais déjà, Baris l'a dit, que Daris, dès le départ, c'est comme si les relations entre RDC, Inde, RDC, ces relations ne sont pas bien définies. J'ai comme l'impression que c'est nous qui forçons plus les relations. On veut être bien avec les Indiens. C'est nous qui voulons plus être bien avec les Indiens. C'est comme une femme que tu es en train de suivre. Elle est en train de faire des fiers, mais toi, tu es en train de vouloir chercher son oreille. C'est l'impression que nous sommes en train de donner à la communauté internationale, au niveau aux yeux de l'opinion nationale comme internationale. C'est nous qui sommes en train de forcer les relations avec l'Inde. Au moment où, à ce moment ici, on devrait montrer aussi nos griffes. Montrer nos griffes. Entre-temps, nous saluons la présence, apporter le micro à Christian Emango, Daris. Caleb dit, c'est comme si la RDC est en train de forcer la main finalement en Inde, à l'Inde. C'est comme si l'Inde ne veut pas, mais nous voulons bien forcer cette relation, cet amour. Est-ce que ce n'est pas les Congolais également qui les entêtent? Bonjour Christian Emango. Bonjour Dorcas, merci beaucoup de me recevoir sur ce plateau. Je sais que tu n'as pas été en Inde pour les études. Toi, tu as décidé de le faire ici. Bon, pas que j'ai décidé. L'Inde aurait pu m'intéresser si par rapport au cursus académique que je voulais faire, puisque je suis juriste, le droit
en Inde allait m'intéresser. Mais le problème, c'est que nous, en droit, nous nous répartissons entre deux grandes familles. C'est-à-dire ceux qui sont les anglophones, anglo-saxons, et ceux qui sont de l'école italienne, c'est-à-dire les romano-germaniques. Alors nous, ici en RDC, quand vous étudiez un peu le droit anglo-saxon, quand vous allez revenir en RDC, vous allez vous sentir un peu désaxé. Okay. C'est pour ça que j'ai préféré, si jamais l'occasion s'était présentée même d'aller faire ça en Inde, j'allais préférer le faire ici. Daris. Maman Dorcas, justement... Vous les entêtez finalement. Justement, je dois appuyer ce que mon frère vient de dire tout à l'heure. On a l'impression que la diplomatie congolaise est un peu en train d'entêter cette relation. Vous savez, lorsque j'ai suivi les vidéos où la police indienne a battu nos frères qui étaient allés protester le lendemain de la mort de notre frère Joël Malou devant les postes de la police, j'ai vu comment est-ce que les policiers étaient en train de battre nos frères. Ça, c'est un incident diplomatique très grave. Et ça, c'est démontré à l'œil nu qu'ils n'ont pas d'intérêt maintenant pour cette collaboration, pour cette coopération RDC-Inde. Donc, il n'y a plus de considération pour nous. Alors que je rappelle ici que la RDC est maintenant à la tête de l'Union africaine. Donc, nous devons en quelque sorte, nos ressortissants doivent en quelque sorte être respectés dans le monde. C'est l'Afrique que nous portons actuellement. Donc, on doit exiger le respect de nos compatriotes. Et pour essayer de combattre ces genres d'actes, il faut que la diplomatie réagisse de manière rigoureuse face à de tels actes. On est maintenant au 5e cas des Congolais, des meurtres des Congolais dans ces mêmes pays. Je ne sais pas s'il faut attendre jusqu'au 1000e mort pour réagir rigoureusement. Moi, je pense que c'est vraiment le temps d'agir. Okay. Il est vraiment temps d'agir de manière rigoureuse. Il faut convoquer, à la limite, moi, je pense qu'on devait cette fois-ci fermer l'ambassade indienne et élaborer des mécanismes et ensuite partir sur des bonnes bases. On parlera également de certaines pistes de solutions parce que vous étiez là-bas, vous avez vécu certaines réalités, certaines choses. Mais maître, on a parlé de l'immigration ici avant votre arrivée et nous savons que la RDC est représentée valablement également en Inde. Mais nos invités nous disent que c'est comme si nos représentants sont fatigués, ils ne font rien. Mais est-ce que la loi ne prévoit pas quelque chose par rapport à ça? Bon, d'abord, la loi, je veux dire le droit international dans son ensemble, effectivement, toute personne a droit à la dignité. Et quel que soit le pays où se trouve, le droit de l'homme existe. Les images que nous avons vues dans un pays, n'importe lequel, normalement, ça ne doit pas être cautionné. Et le droit international permet à ce qu'un citoyen qui est étranger, lorsqu'il est victime de certains actes d'un État étranger sur son territoire, il peut user de ce qu'on appelle la protection diplomatique. Ça veut dire ces citoyens-là, pour autant qu'ils aient été comme ça mis sur des pratiques qui sont contre la dignité humaine, devraient recourir à la RDC, demander à ce que la RDC, si jamais en interne, voilà, je commence par là, en interne, nos citoyens congolais, est-ce qu'ils ont déjà saisi la justice indienne pour qu'ils soient remis dans leurs droits? Et que si jamais ils n'ont pas réussi cette démarche-là en interne, maintenant on peut revenir à la RDC pour que la RDC puisse demander des comptes à l'Inde. C'est ça les rapports entre les États. Mais le problème, c'est que c'est ce que les amis viennent de soulever. Le droit international, en fait, c'est un rapport de force. Bon, je veux dire les relations internationales. C'est un rapport de force. Soit vous êtes fort, vous êtes efficace, soit vous savez vous faire respecter, soit vous ne pouvez pas vous faire respecter. Quand nous sommes dans un pays où, même quand un chef d'État est déclaré chef d'État, mais vous entendez qu'on vous dit, il faut entendre que les autres chefs d'État viennent d'abord. C'est-à-dire qu'il y a un manque de respect quelque part par rapport à vos institutions. Quand vous êtes dans un pays où, dès que le président de la République prend ses fonctions, vous avez remarqué qu'il y a eu un engouement d'autres chefs d'État
là, sur ce point-là, on pouvait dire qu'il y avait un petit respect par rapport à nos institutions. Mais la question fondamentale qui s'est posée, c'est que malgré tout ça, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les rapports internationaux, le respect, c'est sous deux aspects. Politiquement d'abord, ça veut dire en quoi est-ce que vous êtes fort militairement, vous pouvez dissuader, parce qu'aujourd'hui, si nous allons par exemple en guerre avec l'Inde, on sait ce qu'on va devenir 2 jours après. Et la guerre se gagne avec les alliés. Qui sont nos alliés du point de vue international? Parce que si nous n'arrivons pas, ne fût-ce qu'à mater les rebelles qui nous viennent du Rwanda ou de l'Ouganda ici, c'est difficile. Et puis, si vous terminez l'aspect diplomatique, c'est économique. Qu'est-ce que nous représentons actuellement, économiquement, face au monde? Voilà pourquoi les jeunes au Congo, voilà pourquoi les mamans au Congo, voilà pourquoi les hommes d'affaires au Congo vont toujours faire les affaires au Qatar. Donc ça veut dire que la RDC est en train de réfléchir 2 fois. Si j'ai des mauvaises réactions envers le Qatar ou envers l'Inde, et qu'il applique des mesures économiques à l'égard de la RDC, c'est les Congolais qui vont en souffrir. Et là, en ce moment-là, nous sommes faibles. Voilà pourquoi, quand les citoyens congolais sont molestés, pas seulement en Inde, dans d'autres pays encore, vous pouvez avoir le passeport congolais, vous arrivez à l'aéroport, vous présentez les passeports congolais, on vous met d'abord de côté. Vous êtes avec un Américain, il présente son passeport, même s'il a fraudé, on les fait passer. Donc, c'est ça. Et ça se passe même ici en RDC. Même ici en RDC. Excusez-moi l'expression, un noir qui présente sa carte d'électeur et un Américain qui sort son passeport américain. Même ici au Congo, il y aura 2 traitements différents. Donc, c'est là la question. Donc, le droit que nous avons au niveau international, vous ne pouvez vous faire respecter que si du point de vue politique, aujourd'hui, qui est notre allié, par exemple, au sein des Nations Unies, il y a 5 membres permanents au Conseil de sécurité. Ce sont eux qui sont, entre guillemets, les gendarmes du monde. Si nous n'arrivons pas à mater, je vais me permettre l'expression, si nous n'arrivons pas à mater ne fût-ce que les petits Rwanda ici, c'est parce qu'il a des alliés forts, 2, les États-Unis et la Grande-Bretagne. L'Inde a un allié fort politiquement, la Grande-Bretagne. Mais il n'est pas au Conseil de sécurité. Entre-temps, l'Inde a pris son temps pour se faire grand en tant qu'État. Alors c'est tous ces paramètres-là qui font que lorsque nos citoyens sont victimes de certaines exactions, la RDC se sent déjà au départ faible et incapable de pouvoir réagir efficacement. Ce qui veut dire, à notre niveau, il y a quand même des mesures que nous pouvons prendre. Peut-être, je ne sais pas si ça sera trop dur, mais sinon, vous empêcher d'immigrer là-bas, vous empêcher d'aller étudier là-bas pendant un moment. Peut-être que ça va résoudre le problème, Caleb. Bon, comme Maître vient de le souligner, je crois qu'il a énuméré les problèmes d'une manière générale, économiquement, politiquement, comment nous sommes faibles. J'ai vu cela quand le Congolais, le feu Joël Malou, notre frère qui a été tué en Inde, ce que nous avons reçu de notre gouvernement, ce sont des messages d'apaisement aux Congolais. Au moment où il devrait d'abord commencer à condamner ce qui s'est passé en Inde, condamner l'acte. Je suivis le message du gouverneur et de quelques autorités. Vous lancez directement un message de paix. Non, si on voit quelqu'un descendre dans la rue, ça... Mais est-ce que vous avez pris le temps de savoir ce qui s'est passé là-bas et de condamner cela? Les gens ont marché justement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une action forte de la part du gouvernement réagissant par rapport à la mort de notre frère. Donc on montre notre faiblesse comme ça à l'œil nu. Je crois que même un pauvre, il a droit à sa dignité. On a vu des pauvres qui sont respectés. Il est respecté, malgré il n'est pas aussi riche ou économiquement fort, mais respecté. Au moins, donnez-nous ça. Donnez-nous ça. Nous n'exigeons pas beaucoup. Pendant ces moments, nous exigeons notre dignité, notre respect en tant qu'être humain. Il n'y a pas une race supérieure à une autre. Il n'y a pas un être humain supérieur à... Non, on est tous humains devant Dieu. On est égaux. Respectez-nous dans ce sens-là. Donnez-nous au moins ce sens de respect. Parce qu'on est humain. Pas d'abord l'aspect économique, l'aspect politique. Enlevons d'abord ça en tant qu'humain. Tout humain mérite le respect. Tu peux m'aimer ou pas, mais tu dois me respecter. Mais regardez les actes qui se sont passés. Est-ce que quelqu'un qu'on respecte, on peut le taper comme ça avec des bambous, blesser le sang, couler comme ça, vous continuez à taper? C'est le respect que vous témoignez? Non. Et ça, le gouvernement, au moins ce qu'il devait commencer par faire, c'est défendre notre dignité. Dignité.
Ça, ce sont des choses pour lesquelles l'homme doit mourir pour ça. Non, non, ça ne s'achète pas avec l'argent. Est-ce que, humainement parlant, vous avez raison, surtout lorsque vous dites que devant Dieu, devant notre Créateur, nous sommes tous humains, parce que lui ne tient pas compte de la couleur de la peau. Mais je crois que ces respects-là, ça se mérite aussi, non? Le 2 août dernier, on sait ce qui s'est passé exactement en Inde. Et d'après les enquêtes, les autorités indiennes ont donc suspecté l'étudiant congolais de posséder la drogue. On l'a arrêté avec de la drogue. Comment vous défendez ça? Déjà, je ne suis pas partant avec cette idée-là. Pour commencer, notre frère, il était overstay, ça veut dire qu'il n'avait pas de visa valide en Inde. Et déjà, quand tu n'as pas de visa valide, on se pose des questions. Premièrement, comment est-ce qu'on t'envoie de l'argent où tu survis? Parce que nous, la plupart des étudiants, il n'y a pas de business qu'on fait là-bas, il n'y en a pas. On envoie l'argent à partir de Kinshasa. Et pour recevoir cet argent, il faut normalement avoir un visa valide. Et quand tu n'en as pas, comment tu payes les loyers? Comment tu manges? Et l'Indien, lui, il pense déjà que, comme la majorité des Africains qui sont là, ils sont dans des deals. Alors, comment tu survis? Comment tu survis à tes besoins? Ils pensent directement à la drogue. Et il faut comprendre que cette affaire est allée au niveau politique. Vu qu'il y avait un Congolais qui était mort, il fallait lui coller une étiquette pour essayer de dévaloriser leurs actes. Mais il faut suivre les enquêtes. Il faut suivre les enquêtes des RFI. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut suivre tout ça. Parce que cette affaire est allée un peu au niveau politique, comme d'habitude. Oui. On politise, on veut amener les choses. Non, vous voyez, il était trop... Vous avez vu la famille de Joël Malou, les témoignages qu'ils ont donnés de leur fils. Hein? Aujourd'hui, les gens sont en train de dire que non, le deal de drogue, notre ami, notre frère, n'était pas dans les deals de drogue. C'est seulement qu'il était overstay, sans visa. Et que quand tu es sans visa, déjà c'est un problème avec l'argent, comment tu vas recevoir de l'argent, comment tu vas faire tes affaires. C'est à cause de cela. Et puis, deuxième aspect, il faut souligner que la plupart des policiers indiens qui viennent vers nous, les Noirs, on ne communique pas bien parce qu'ils ne maîtrisent pas bien l'anglais. On va communiquer en quelle langue? Certains parlent l'hindi. À Delhi, où moi j'étais, hindi. L'autre, on avait un petit problème là, des histoires qu'on préparait qui gênaient un peu nos voisins. La police, on a appelé la police qui est venue. L'odeur dérangeait le voisin. Oui, oui. Encore aussi, c'était les Fumbois, j'imagine. Alors, les premiers policiers qui étaient venus, on ne s'entendait pas en fait. Et puis ça énerve. Imaginez, vous êtes en train de parler avec quelqu'un, vous n'entendez pas, ça énerve. Tu lui dis, monsieur Mélan, là, tu vois que tu m'embrouilles, je suis chez moi, sortez. Là, maintenant, vous devez sortir. Et ça peut créer des échanges et quelque chose de mal peut arriver. Et quand quelque chose de mal va arriver, vous allez chercher une justification pour dire que non, ces messieurs derrière, ils n'étaient pas un bon citoyen. Mais au départ, ce n'était même pas ça. Mais vous avez parlé de ces deals, ça marche quand même bien là-bas, la drogue? Maman Dorcas, je vais essayer de parachever ce que mon frère a dit. Réponds-moi d'abord. C'est une question piège. Réponds-moi d'abord. Bon, moi... Parce que comment un étudiant de surcroît congolais peut donc se retrouver avec la drogue ou dans la drogue? Ça, il a parlé des deals, hein. Ça paye bien là-bas? Non. Bon, moi je ne sais pas dire un mot sur ça parce que j'ai jamais connu des personnes qui étaient dans ces deals. Moi-même, j'ai jamais été dans ces deals, donc je ne sais pas comment commenter sur ça. Mais je pense que l'histoire des drogues, on a tous été victimes de ça en Inde. Il y a des moments où on nous approchait bizarrement. L'effet d'être noir, je ne sais pas, pour eux, apparemment, c'est un symbole d'être dans les deals de la vente des drogues, des histoires comme ça. Je pense que notre frère Joël Malou, moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais je dirais, par rapport à l'expérience que j'ai de ces pays, je dirais qu'il n'a jamais été dans ces deals. Les Congolais ne vendent pas de la drogue. Et même si réellement, on doit rester dans cette optique-là, est-il une raison pour ôter la vie à un être humain juste parce qu'il vendait, soi-disant, il vendait de la drogue? Je ne pense pas. Donc, il faut qu'on essaie un peu de discréditer cette histoire-là parce que ce n'est pas vrai. Nous autres, je vous dis, on s'est très bien comporté là-bas, mais on était aussi victimes de cette histoire. Donc, ce sont juste des rumeurs, c'est une mauvaise réputation qu'ils ont voulu coller à notre frère pour essayer un peu d'essayer de tirer de l'assassinat qu'ils ont commis à notre compatriote. Voilà, ils ont trouvé des voies et moyens pour justifier leur acte.
Alors, Christian et Mango, maître, moi je voulais bien poser la question par rapport à l'histoire de notre frère Malou, un citoyen congolais qui est allé étudier en Inde. Et j'aime pas cette fin lorsque même Caleb dit « nous sommes des humains », même s'il vendait de la drogue, même s'il était dans la drogue. Mais est-ce que c'était vraiment une bonne fin pour lui? Et même pour ça, la loi ne prévoit rien. Déjà, on reconnaît, nous sommes faibles. Ça, on le reconnaît. Nous ne sommes pas organisés. Nous ne sommes pas prêts de réagir ou de s'opposer à tout ce qui se passe en Inde. Là, je parle de nos autorités. Mais la suite, c'est quoi? Puisqu'ils ont déjà clôturé avec les enquêtes, tout est déjà close. Alors, on fait quoi? On reste bouche bée et puis on enterre et puis c'est fini. Bon, je crois que déjà, le fait que notre frère Malou ne soit pas mort de mort naturelle, c'est qu'il y a eu une intervention quelque part. Et pour autant que ce soit... Vous savez, il y a une affaire qui s'est passée en droit international, l'affaire du personnel diplomatique américain à Téhéran. Il s'est passé qu'il y avait des Américains qui étaient dans l'ambassade ou dans leur représentation diplomatique, et les Iraniens sont allés attaquer la représentation diplomatique. Mais on s'est rendu compte un petit peu que la police iranienne a laissé faire que la population puisse effectivement attaquer les citoyens qui étaient étrangers. C'est exactement ce qu'on a vu en Inde. Et votre question, c'est laquelle? C'est qu'on se rend compte, quels que soient les résultats que les enquêtes vont donner, entre guillemets, qui seraient en train de vendre de la drogue et ceci, cela, et que finalement, il est décédé entre les mains de la police, l'État indien doit, en ce moment-là, réparer. Si l'État indien ne le fait pas, c'est pour ça que je disais tout à l'heure ici, il faut que la famille de Malou puisse saisir les instances indiennes pour demander réparation. Et si jamais l'Inde ne donne pas de suite à cette réparation-là, elle peut maintenant saisir la République démocratique du Congo. Encore que même pour que la RDC puisse saisir encore l'Inde, ça va dépendre du gouvernement congolais. Mais au moins, on peut saisir maintenant le gouvernement congolais pour que le gouvernement congolais puisse à son tour demander réparation à l'Inde. Donc c'est un peu par ce mécanisme-là que pacifiquement, on peut trouver une solution face à cette situation-là. Et au-delà de cela, ça peut nous faire réfléchir ou faire réfléchir un peu l'État indien du traitement qu'il fait sur les citoyens étrangers. J'imagine que ce n'est pas seulement sur des Congolais. J'entends mon frère ici dire que quand vous avez la peau noire, encore que eux aussi, quand Gandhi était en train de dénoncer certaines choses, c'était à cause de ce qu'ils ont vécu avec les Britanniques. Donc je ne vois pas comment les Indiens aujourd'hui vont se méconduire, là où eux-mêmes ont cherché. Et nous avons une personnalité, une identité, une icône mondiale, historique, que Gandhi, qui a dénoncé les injustices. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne est venue, parce qu'aujourd'hui, on le sait, moi je ne condamne pas les amis qui vont étudier en Inde, en France et partout. Notre enseignement, nous connaissons comment il est. Alors, si vous-même, vous avez besoin de votre auto-formation, vous voulez que ce soit la meilleure, vous pouvez aller chercher ça ailleurs. Les Américains l'ont fait, les Français l'ont fait, et partout, ça se passe comme ça partout au monde. Donc, ce n'est pas parce qu'on a trouvé quelqu'un. Encore que ça, nous sommes en train de dire ça parce que c'est ce qu'on nous a dit, politisé comme le disait l'ami tout à l'heure ici. Mais quand vous trouvez quelqu'un dans une situation malencontreuse, ailleurs au monde, le trafic de drogue, les pays les mieux cotés au monde, ce n'est pas en Inde. C'est dans d'autres pays, c'est en Amérique. Mais est-ce pour autant, malgré les kilos avec lesquels on trouve les personnes qui sont porteuses de kilos de drogue, est-ce pour autant on les tue? Même en Russie, je pense que ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a possibilité, par le mécanisme d'abord de demander réparation à l'État
indien, on peut le faire. Sinon, par le mécanisme de la protection diplomatique, l'État congolais peut demander le pardon. Ça va se faire pacifiquement. Parce que si nous ne le faisons pas pacifiquement, voilà pourquoi on voit que la population commence maintenant à s'attaquer à n'importe quel Indien, même ceux qui sont des bonnes foi. Moi, je me rappelle, il y a un Indien ici qu'on a vu les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, qui dit Ngana Mungala. Député c'est-à-dire qu'il aime le Congo autant qu'il aime peut-être son pays aussi. Mais une telle personne qui circule dans la rue, il peut être molesté à cause du comportement de son État d'origine ou à cause de la réaction de l'État congolais face à ce qui est arrivé aux Congolais à l'étranger. Nous sommes déjà au 5e cas, comme le disait Daris, et dans ces 5 cas cités, il y a également l'histoire de Cynthia, cette histoire qui s'est passée en 2016. C'est quoi la suite, Daris? On a entamé des procédures, la procédure légale avec le ministère des Affaires étrangères. Et ce qui est vrai, il y a eu des séances de procès, mais à un moment donné, on doit se le dire en face, pourquoi un tel dossier doit durer autant d'années. Ça fait maintenant plus de 5 ans depuis que notre sœur a été assassinée. Après, je me demande pourquoi ça prend autant d'années. J'ai vu pas mal de dossiers ici. J'ai suivi pas mal de dossiers où je voyais, même pour des raisons de détournement, tout ça, je vois un procès qui dure qu'une année, après on condamne la personne, et là je me demande pourquoi ça doit prendre plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Et surtout que je sais que les criminels, après avoir commis l'acte, il avait avoué. Et je me demande, mais malgré tous ces éléments, pourquoi ça doit mettre autant d'années? Pourquoi notre gouvernement doit toujours se soumettre à tout ce que l'État de l'autre côté est en train de dire? Mais est-ce que vous êtes la famille de Cynthia, paix à son âme? Êtes-vous rentré auprès des autorités des affaires étrangères pour poser la question? Est-ce qu'il y a eu des non-dits? Effectivement, on est toujours dans des démarches avec... pour répondre d'abord à votre question, je suis bel et bien de la famille de Cynthia Deschelles, je suis son frère, et nous avons entamé des démarches avec le ministère des Affaires étrangères. Seulement, nous voyons plus clair par rapport à ces dossiers. Ces dossiers ne devaient pas prendre, à mon avis, ça ne devait pas prendre même plus de 2 ans. Mais là, nous sommes déjà au 5e année, donc là, je me dis, ce n'est plus clair. Et surtout que les criminels est encore en liberté provisoire dans son pays. Je me demande, mais ça n'y va pas. Ça n'y va pas en tout cas. On ne sent pas un rapport de force de la part de la diplomatie congolaise suite à ces dossiers. Et je pense que c'est peut-être par rapport à cette légèreté qu'on a encore, que cette même population s'est permis de toucher encore à l'un de nos compatriotes. Quand je vois tout ça, je me dis, peut-être les problèmes, ce n'est pas notre ambassade qui se trouve là-bas. Les problèmes, c'est ici. J'ai essayé un peu d'analyser les choses. Je me suis dit que les problèmes venaient vraiment d'ici. Lorsqu'on voit qu'après, malgré de tels actes, lorsqu'on voit nos autorités passer à la télé, demander à la population de s'apaiser, même tenir des langages parfois rigoureux face à la population, alors qu'il fallait plutôt réagir par rapport à la situation qui est arrivée. Je me dis, les problèmes viennent d'ici. Ça vient vraiment d'ici. On doit d'abord faire respecter nos lois ici. C'est à partir de là que les étrangers vont apprendre à nous respecter et à respecter nos compatriotes qui sont à l'étranger. Si aujourd'hui, même vis-à-vis des Indiens ici en RDC, les codes du travail n'est pas respecté parce qu'ils sont en harmonie avec certaines autorités, comment voulez-vous qu'un Indien, par exemple, qui a été ici et qui va partir en RDC puisse avoir de la considération pour les peuples congolais? Donc on doit vraiment essayer de revoir d'abord, de faire respecter d'abord nos lois ici au pays, et ensuite, de manière automatique, l'homme congolais sera respecté non seulement en Inde, mais partout dans le monde. Christian Emango, maître, j'ai une question par rapport à l'histoire de Cynthia. Les criminels avaient avoué. Je me pose la question de savoir pourquoi est-il toujours en liberté provisoire? Bon, je ne maîtrise pas très bien les contours c'est normal, de ce dossier, mais la liberté provisoire, on l'accorde si on a des garanties que le prévenu ne va pas, par exemple, fuir.
Là, c'est pour des raisons d'enquête. Oui. Qu'on n'a pas encore fini. Or, si on a déjà fini. Donc, si on a, c'est pour ça que j'ai dit, je ne maîtrise pas le contour. Bon, revenons un peu pour les cas de notre pays. Oui. Hein, je vais reposer ma question autrement. J'ai mis Cynthia entre parenthèses. Maman Dorcas a été assassinée. On sait que l'assassin de maman Dorcas, c'est Shadaï. On a mené des enquêtes et puis il a avoué son crime. C'est quoi la suite? Il doit être condamné, normalement, oui, normalement. Je ne sais pas si le juge en Inde, encore qu'il y a beaucoup de nuances entre le droit congolais et le droit indien, ça aussi. Mais je ne sais pas si le juge en Inde a déjà été saisi pour ce faire et que le juge a déjà rendu une décision. J'imagine qu'avec le temps que ça a pris, est-ce que ça a déjà été fait ou qu'il avait déjà été condamné, mais il a été remis en liberté au regard de certaines mesures qui ont été prises quant à ce. Je vois mon ami, il est peut-être bien placé pour nous répondre là-dessus. Mais après ça, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été condamné depuis. Oui, il n'a jamais été condamné. Voilà pourquoi on est en train de se plaindre ici. Il n'a jamais été condamné. Et surtout, je vais essayer de... Est-ce qu'on est déjà passé de la phase d'enquête et que le juge a déjà été saisi depuis? Mais je pense que pour ces dossiers, l'enquête n'avait même pas vraiment lieu parce qu'il a été pris le main dans les sacs. OK. Il a été pris en flagrant délit. Oui. Donc, il a été arrêté en train de brûler le corps, comme vous le savez très bien. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut mettre du temps pour condamner une telle personne. Et après avoir été arrêté, il a avoué l'acte qu'il a commis. Alors, moi, l'autre préoccupation, c'est passer par le ministère, oui, c'est une action. Et en interne, parce que même pour que l'État congolais puisse intervenir comme tel pour demander réparation, il faut d'abord qu'on puisse vider la procédure interne en Inde. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une condamnation définitive et qu'on constate que, par exemple, que le monsieur a été libéré et que vous estimez que, normalement, on ne devait pas le faire ainsi. Alors, est-ce que la procédure interne a déjà été vidée totalement? En ce moment-là, on peut maintenant pointer du doigt le ministère des Affaires étrangères. Si tel n'est pas encore le cas, je crois qu'il faut renforcer encore le suivi au niveau interne en Inde. Et si jamais, comme il fait déjà d'ailleurs 5 ans, oui, le ministère peut intervenir pour demander à ce que la justice puisse faire son travail et que le dossier soit expédié. Mais si tel n'est pas le cas, s'attendre à ce que le gouvernement puisse faire quelque chose, je sais qu'on lui demande et qu'on doit encore lui demander, oui. Mais s'attendre à ce que le gouvernement puisse faire quelque chose en ce moment, c'est juste, ça va être, bon, je ne veux pas dire superficiel, mais ça va dépendre un peu plus de ce que la famille fait en interne en Inde. La famille est représentée par l'ambassade. Donc, l'ambassade est soutenue par les gouvernements. Okay. Il y a des démarches qui ont été entreprises, mais après, la question qu'on se pose là, c'est pourquoi ça doit prendre autant d'années pour une personne qui a été arrêtée en flagrant délit. Ça, c'est totalement inadmissible. La phase d'enquête, je pense qu'on est déjà passé de là parce que j'ai été entendu. Je pense qu'il y a 2 ans passés, j'étais entendu pour la première fois. Il y avait toutes les dépositions qu'il fallait faire. Donc, après, ce n'est plus clair. Donc, on doit se le dire, ce n'est plus clair. Le dossier n'est plus clair. Et on va réveiller encore notre gouvernement. Il faut essayer un peu de... Parce qu'il y a un autre cas qui vient de s'ajouter. Il faut que le ministère des Affaires étrangères, il faut que le ministère des Affaires étrangères se saisisse vraiment de cette affaire pour essayer un peu de trouver la réponse qu'il faut. Parce que ça ne va pas. Et j'insiste que c'est suite à la légèreté de ces dossiers que le même pays s'est encore permis, encore une fois de plus, de toucher à l'un de nos compatriotes. Et si on continue comme ça, il y aura encore un 6e cas, il y aura un 7e cas. Et surtout, la situation est en train de se dégrader davantage parce que par rapport à tous ces meurtres qu'il y a eu en Inde de nos compatriotes, la police, le gouvernement indien nous a fait comprendre que c'était des inciviques indiens qui commettaient ces actes. Mais après, aujourd'hui, c'est maintenant la police qui représente l'État qui se permet de tuer. Lorsqu'ils étaient en train de battre nos compatriotes, ces jours-là, j'ai remarqué qu'il y avait la présence des journalistes. Ils ne se sont même pas gênés des... En fait, par rapport à ces attaques, il pouvait y avoir des pertes de vies humaines. Oui. Mais ils ne se sont pas gênés surtout de la présence des journalistes. Et moi, je me dis, c'est une manque totale
C'est un manque total de la considération. Pour ces problèmes de Cynthia, si je peux ajouter un mot. Allez-y, et vous allez nous proposer en 1 minute aussi les pistes de solution. Quelle démarche entreprendre finalement pour mettre fin à toutes ces histoires? Le problème avec Cynthia, je pense que ces dossiers, ils commencent à être politisés en fait. Ça veut dire que politisé au Congo, c'est comme si... Hein, donc, vous voulez suivre la voie légale, vous avez l'émotion, vous voulez qu'il y ait justice, mais eux là-bas, ils regardent d'autres choses en fait. Ils ne voient pas avec les mêmes lunettes que vous et ils voient d'autres choses. Et puis, quand ils vous voient venir, c'est comme si c'est un embrouillement. Cette affaire-là, d'ailleurs, elle est déjà... Donc, cette légèreté-là, c'est celle-là que moi, je me pose des questions. Pourquoi nos autorités, ça ne les fait pas mal de voir des Congolais mourir ça et là? À l'Est, il y a déjà des gens qui meurent là-bas. Et quand on demande des comptes, quand on veut savoir, on ne nous dit pas. Ailleurs, en Europe, aux États-Unis, partout, il y a des Congolais qui meurent. Mais quand on pose des questions à ceux que nous avons choisis des responsables, ils ne prennent pas leurs responsabilités. On se pose la question, est-ce réellement nous avons des hommes intègres? Même l'amour du prochain, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Nous voyons tous ces gens-là aller dans des églises, prier, tout ça. Mais aller à l'église chercher Dieu, c'est d'abord l'amour. Dieu est l'amour. L'amour, c'est quoi? Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Est-ce que tu vas accepter que ton prochain meure comme ça de manière tragique et laisser cette affaire? Donc c'est de l'hypocrisie. On se voit la face. On ne s'aime pas du tout. On n'aime pas ces pays. Nous devons aimer ces pays, madame. Quand nous entendons l'histoire de sa sœur, ça nous fait très mal au cœur. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? De notre côté, on fait notre part. Elle a été assassinée comme un animal. On nous dit que ce sont des crimes passionnels. Mais c'est quoi ça? Vous nous donnez des noms. Quelqu'un assassiné, vous nous dites que non, c'est un crime passionnel. J'ai rencontré des gens qui disent, avocats, dis donc, je ne sais pas, maître, pour nous donner une justification. C'était des crimes passionnels. Un assassinat. On a assassiné quelqu'un. Et puis, les Indiens, ils sont jaloux partout. Ils sont jaloux partout, même avec quelque chose qui ne faut même pas la peine. Ils sont jaloux. Et puis, ils peuvent te tuer à cause de ça. On ne voit pas ça. On appelle ça des crimes passionnels. Non, mais c'est la vie d'un être humain qui est déjà... Donc, on a gâché sa vie comme ça, on l'a tué comme ça. Et nos autorités, imaginez, il est en train de dire 5 ans. Cette légèreté-là, on se pose la question. Ça nous fait très, très mal. Très, très mal. Et vous, en retour, pour réagir, vous décidez d'aller piller, d'aller casser le magasin? Madame, je ne soutiens pas l'idée de casser les magasins. Mais quand il n'y a pas des actions fortes face à de tels actes, il y aura sûrement des conséquences sociales. Attendez-vous à des conséquences sociales. Quand il n'y a pas des actions fortes face à ce qui se passe avec nos compatriotes. Il y a un sentiment patriotique à un moment donné. Quand tu vois, on te dit que non, cette dame a été assassinée comme ça, ça te révolte, ça t'énerve. Et tu vas te rencontrer avec un Indien, même un innocent, tu les gifles. Pourquoi? C'est que tu as entendu ce qu'ils ont fait à tes frères là-bas. Ça t'a énervé. Alfie, fais attention, hein, il faut gérer un peu. Il faut gérer un peu cela. Ouais. Pour répondre à votre question sur En 1 minute? Oui, en fait, moi j'appelle d'abord le gouvernement à prendre ses responsabilités. On a parlé des Américains qui vont à l'extérieur, les Indiens qui vont aller étudier à l'extérieur, les Anglais qui vont aller à l'extérieur. Le problème c'est quoi? Il y a déjà une politique d'encadrement des jeunes. Tous ces pays-là, ils ont élaboré des politiques d'encadrement des jeunes. L'Inde a permis à un certain moment à beaucoup de jeunes d'aller émerger à l'extérieur, aux États-Unis actuellement, des années passées. Et ils ont une politique qui les surveillait, qui les contrôlait, et jusqu'à ce qu'ils ont terminé les études, et ces jeunes sont rentrés. Ils ont investi dans leur pays. Le problème, c'est ça. Nous, on va... Personne ne nous montre qu'ils nous aiment. Personne ne s'intéresse à ce que tu fais. C'est seulement quand tu vas briller aussi de tes propres efforts, on vient te récupérer. Non, c'est notre frère. Notre fils. Tchabendele Congo. Au moment où nous, c'est avec nos propres efforts, mais vous, quand vous êtes là, c'est... 20 secondes. Alors, qu'il y ait une politique d'encadrement des jeunes, surtout des jeunes qui vont s'investir à l'extérieur, chercher l'excellence pour amener cette excellence dans notre pays, qu'il y ait une élaboration d'une politique d'encadrement de ces jeunes-là et un suivi, parce que la majorité des jeunes qui sont allés en Inde, la plupart n'ont pas bien étudié. Je vous ai parlé des 50-50. Oui. La responsabilité est aussi de leur part, mais aussi de notre gouvernement qui doit élaborer une politique d'encadrement. Et si nous voulons espérer un pays horizon 2030 émerger, c'est si on a une bonne politique d'encadrement des jeunes dans ce pays. Daris? Oui, maman Malou. Maman Dorcas, excusez-moi. Je comprends. Malou, c'est notre frère, c'est un notre compatriote frère, qui nous a quittés, donc, qui a été assassiné en Inde. Alors, tu nous proposes quoi? Non, tu proposes quoi au gouvernement? Les gouvernements, je pense qu'il faut mettre du sérieux.
il est temps que nous puissions vraiment mettre du sérieux et surtout que nous assumons maintenant le poste, je le répète, la présidence de l'Union africaine. Donc, il est temps de faire respecter nos compatriotes. Par rapport à la collaboration Inde, à un certain moment, je pense que l'État congolais, les gouvernements doivent quand même nous consulter, nous qui avons vécu en Inde, nous qui maîtrisons quand même la mentalité de ces gens. On a quand même entre nous créé une communauté des anciens étudiants de l'Inde. Et là, on est en train justement de discuter sur des problèmes qu'on a connus là-bas. On a connu beaucoup de problèmes, Maman Dorcas, je vous dis, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous dérangent. On arrive en Inde, on trouve que les Congolais, on n'est pas en mesure de travailler. Par contre, on voit les Indiens travailler ici. Donc là, c'est déjà un problème. Mon frère Caleb l'a soulevé l'autre jour, il a parlé de la Côte d'Ivoire, par exemple, les ressortissants ivoiriens qui n'étaient pas en mesure de travailler en Inde. Par contre, les Indiens pouvaient travailler en Côte d'Ivoire, mais l'État ivoirien a exigé au gouvernement indien de mettre en place une loi qui permettra à ce que les peuples ivoiriens aussi puissent travailler de l'autre côté. Donc, nous devons vraiment sentir la réciprocité dans la collaboration entre la RDC et Inde, et c'est de là qu'il y aura vraiment, c'est de là que les respects vont se créer de manière automatique. Merci beaucoup, Daris, maître, en une minute aussi. Bon, moi, j'ai 3 propositions. À long terme, d'abord, je commence par là. C'est qu'il faut que les enfants qui commencent l'école maternelle, primaire et secondaire, qu'on revienne avec le cours de civisme, savoir aimer sa patrie, savoir dire aux enfants que meilleur que sa patrie, qu'il n'y en a pas. Comme ça, à moyen terme, ce que nous aurons, c'est qu'on se prépare à voir les élections d'ici 2 ans. Nous devons savoir quel type d'autorité nous devons élire. Parce que s'ils ne comprennent pas nos soucis, ben nous serons dans un cycle infernal et nous serons là en train de tourner autour du pot. Et à court terme, que les jeunes africains dans son ensemble et congolais en particulier ne puissent pas penser qu'il faut aller à l'étranger juste pour éviter un peu le stress de son pays, juste pour qu'on sache que yo pour voyager au Kenya, yo tika qui va problème yamboka. Parce que beaucoup croient qu'en quittant ici, vous allez trouver le paradis ailleurs. Vous allez là-bas, vous commencez d'abord à constater que là-bas, on respecte les normes. Alors qu'ici, tu peux sortir le soir au Vandi. Ici, tu peux sortir le soir librement au Vandi na coin moko na bandal, ozo me la bière nous tranquille, ozo gang, ozo samakelele. Personne ne te cause un problème. Mais tu vas d'abord ailleurs, tu trouves que ce que na mukanda tu ne seras rien déconsidéré dans la société. Donc, à court terme, le Congolais doit d'abord savoir se donner un peu de poids lui-même, le roi Balobaka. Savoir se faire respecter d'abord lui-même. C'est-à-dire quand tu vas à l'étranger pour un objectif. Si cet objectif-là, vous l'atteignez, c'est bon, vous arrêtez là. Mais si vous allez seulement à l'étranger, juste pour des raisons d'enjoliver votre vie, décorer, montrer que vous avez voyagé, en réalité, là, vous n'avez rien foutu. Sur place, mon frère vient de le dire tout à l'heure ici, sur place, vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien fait. Mais excusez-moi quand même, les crimes passionnels. On n'a plus le temps. Oui, je dis ça en 30 secondes. Le crime passionnel ne peut pas autoriser à ce qu'un délinquant puisse échapper à la justice. Même si le crime est passionnel. C'est vrai, vous pouvez trouver votre femme. Crime, c'est crime. Crime, c'est crime. Crime, c'est crime. La conséquence est ailleurs. Ça veut dire... On pouvait vous donner 20 ans de prison, mais les juges disent, bon, vous aimez beaucoup votre femme aussi, peut-être ça vous a poussé à faire ça, on réduit à 15 ans. Mais le crime passionnel ne peut pas faire échapper quelqu'un à la justice. Alors, un grand merci à Maître Christian Mango, merci à Daris, ça n'est vraiment fini. Donc, il est 11h juste. Moi, je vous dis merci d'être passé. Peut-être prochainement, vous allez revenir pour nous parler de cette association des anciens de l'Inde, comment faire, parce que dans mon église également, l'apôtre Dan est aussi un ancien de l'Inde. Je ne sais pas s'il est au courant de cette association. Donc, on en parlera, on aura le temps. Voilà, on aura le temps d'en parler. Peut-être prochainement, vous allez donner également vos contacts. Élaborez, vous, les autorités, vous, les décideurs, élaborez une bonne politique d'encadrement. Remettez également très bien le cours de civisme dans nos écoles pour que nos enfants apprennent également à aimer notre pays, à aimer leur patrie, à travailler, à étudier ici, à rester ici.
Je ne dis pas que c'est mal d'aller également découvrir ce qui se passe ailleurs, mais on est mieux chez soi. N'est-ce pas? Ici, on se tape, on crie, on marche. Même les Indiens qui sont ici sans papier, ils marchent librement. Ils nous vendent même les beignets. Vous faites tout ici, même les petits Chinois. Ils ont même appris les lingala. Alors, il faut également qu'il y ait une réciprocité dans cette collaboration, dans cette relation entre les deux nations. Ça n'est fini pour ces débuts de week-end, mesdames et messieurs. Au nom de la grande équipe, nous vous disons merci. On est ensemble, je vous retrouverai donc le lundi. Nous allons continuer avec notre sujet de la musique chrétienne d'autrefois, du temps passé et celle d'aujourd'hui avec nos différents intervenants. Mais sinon, portez-vous bien. Demain, retrouvez-moi dans ta grandeur. Que c'est Mango n'aime pas quand je conclue comme ça. Demain, 10h15 dans ta grandeur, parce qu'il n'y aura pas, on est ensemble. Portez-vous bien. Mais le jour où tu auras un message, tu viendras. Sylvie, c'est bon. Merci beaucoup à toi et joyeux anniversaire.